Donc, je m'appelle Aurélien Alvarez, je suis enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université d'Orléans, après avoir fait des études à l'École normale supérieure de Lyon. Et mon domaine de recherche, c'est plutôt la théorie des systèmes dynamiques, et en particulier je m'intéresse à des questions de théorie ergodique. Il s'agit en fait de se poser des questions de nature, plutôt de nature probabiliste ou statistique, plutôt que d'étudier par exemple la trajectoire d'un système dynamique, une trajectoire individuelle. On va étudier un ensemble de trajectoires et puis on va se poser des questions globales sur le comportement global du système. Est-ce que le système a tendance à faire ça en général? Et c'est derrière le mot en général que se cachent des définitions précises. Et c'est ça que recouvre le terme de théorie ergodique. J'ai eu la chance d'intégrer l'École normale supérieure de Lyon, où j'ai rencontré des gens assez exceptionnels. Tout d'abord, je me suis intéressé plus à la physique théorique, et puis rapidement aux maths en même temps. Et dans les deux cas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont véritablement bien conseillé, et donc qui m'ont lancé sur les voies que j'avais envie de prendre. Et donc, j'ai poursuivi et fait une thèse en maths. À la main à la pâte, ce qu'on fait, c'est que notre travail, effectivement, c'est de réfléchir à la formation des enseignants, en particulier à l'école primaire et au collège. Donc cette formation qui doit être, évidemment, il y a une formation initiale, mais il y a besoin d'une formation continue tout au long de la carrière. Et pourquoi il y a besoin de ça? Parce que on a remarqué qu'en général, les enseignants ont un peu peur d'enseigner les sciences à l'école primaire, parce qu'ils sont, bon, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas eu de formation scientifique. Et puis même s'ils en ont une, eh bien ils ont un peu peur parce que le danger, ils ont peur de se mettre en danger, de ne pas savoir répondre à des questions, etc. Alors que finalement, c'est pas le plus dramatique de ne pas savoir la réponse, de ne pas savoir répondre à une question. C'est pas du tout un problème. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent en place dans leur classe une démarche expérimentale. C'est-à-dire que les enfants réfléchissent, on leur pose un problème et qu'eux-mêmes, ils essayent d'imaginer comment ils vont résoudre ce problème. Donc, imaginer des expérimentations. Et puis les mettre en œuvre, véritablement tester, se confronter à une certaine difficulté. Ces difficultés, évidemment, les chercheurs, ils sont confrontés tous les jours, ils expérimentent, ils font des calculs. Par exemple, en maths, on fait des petits calculs sur une feuille de papier, ça ne marche pas, on essaye autre chose, etc. Donc, on est habitué à cette démarche d'investigation. Et il faut essayer de remettre un peu ça au goût du jour à l'école, que les enfants jouent, manipulent pour s'approprier eux-mêmes un savoir. Alors il y a eu de nombreux systèmes de numération, puisque quand les gens ont commencé à compter, d'abord ils ont commencé à compter avec des petits cailloux, vraisemblablement. Bon, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais ils sont passés par des étapes rapidement, sont venus, évidemment, on peut compter avec nos doigts, puisqu'on a des doigts. Il y a eu l'invention des bouliers, etc. Donc quand les gens ont compté avec leurs doigts, je pense qu'il y a des civilisations où on comptait en base 5, puisqu'on comptait avec les 5 doigts d'une main. Puis après, il y en a d'autres qui ont compté en base 10, et puis il y en a d'autres encore qui ont compté en base 20, puisqu'on avait 10 doigts sur les mains et puis 10 doigts sur les pieds. Et puis on a des restes de ça dans notre système actuel, puisque on va pas dire, on va dire 60, et puis on va dire 70, 71, d'accord, alors qu'on devrait dire 70. Quelque chose comme ça. Donc là, ça veut bien dire qu'à 60, on a cette graduation de 20, et puis on va arriver jusqu'à 80, c'est-à-dire 4 fois 20. Et on va répéter ça. Donc on a des traces dans notre système, comme quoi, par le passé, on a compté en base 20. Maintenant, on compte en base 10. Et puis on garde ces traces historiques, et puis ça, ce sont de longs débats entre les uns qui voudraient justement qu'on repense toute façon de dire les choses, et puis d'autres qui disent on a
qu'il y a des choses plus importantes. De reformuler la question, déjà à quoi ça sert d'écrire, d'apprendre l'alphabet. Bon, on apprend l'alphabet justement parce qu'on veut apprendre à écrire. Et puis pourquoi on veut apprendre à écrire? Bien parce qu'on veut apprendre à développer ou à améliorer son langage. Et pourquoi on veut apprendre à améliorer son langage? Tout simplement parce qu'on veut communiquer de manière aisée et compréhensible avec nos amis, etc. Et donc on va apprendre à compter un peu pour les mêmes raisons, parce que autour de nous, on est entouré de tout un tas, où on a tout un tas d'activités qui nous amènent qui nous demandent d'avoir un minimum de compétences mathématiques, ne serait-ce que pour dénombrer les choses, savoir combien il y a d'objets dans la pièce, etc. Quand on va réunir deux ensembles, si j'ai un sac de billes, j'ai un autre sac de billes. Donc ça, c'est des exemples un peu naïfs, mais il y a plein de choses qu'on réunit. Et bien sûr, on a besoin de comprendre cette réunion. Alors, il faut apprendre à compter. Il faut apprendre surtout ensuite à écrire les nombres. Et donc, pour apprendre à écrire les nombres, ça a été un long processus. Et puis, avec le temps, on a réussi à mettre au point des systèmes de numération qui sont performants. Ils sont performants précisément parce que avec ces systèmes de numération, on peut faire des calculs comme les additions, les multiplications de manière simple, compréhensible et puis systématique. On peut mettre en place des algorithmes. Donc dans le jeu des manchots, l'idée c'est un petit peu de se familiariser donc avec les nombres de 1 à 10. Donc pour se familiariser avec les nombres, il faut d'une part les entendre et d'autre part entre guillemets les voir et puis ensuite les voir écrits en chiffres. Donc dans le jeu des manchots, on a des petits manchots et puis il y en a 2, 3 sur des îles et puis on peut cliquer sur ces manchots pour les retourner et puis pour commencer un petit peu à les dénombrer. Si on a des chiffres ou des nombres ou des lettres, il faut à un moment donné apprendre à les tracer. Donc le jeu de la taupe, il est idéal pour ça, puisqu'il s'agit véritablement de tracer les 10 chiffres de 0 jusqu'à 9 ou de 1 jusqu'à 10. Mais en tout cas, c'est ces 10 chiffres qu'il faut apprendre à tracer. Et puis, comme tout apprentissage, il faut le répéter et le répéter. Et le jeu de la taupe, il est sympa puisqu'on est guidé, quoi. Donc on a des petits guides et puis on dessine soi-même de manière tout à fait sympathique ces chiffres. Et puis on peut recommencer le temps qu'il faut, quoi, pour avoir un tracé le plus propre possible. Il faut comprendre que les symboles mathématiques, comme les symboles de l'alphabet, ils sont là pour représenter quelque chose. La lettre A, elle représente, quand je dis A, je dis quelque chose, et il faut un moyen ensuite de l'écrire sur le papier. C'est pareil pour les chiffres. Donc si j'ai trois poissons, eh bien il faut comprendre qu'on ne va pas tout le temps dessiner sur notre papier des poissons. Donc on a ce symbole qui est le nombre 3. Et donc ensuite, il faut évidemment travailler pour bien visualiser cette association. C'est-à-dire que quand je vais vous dire 3 poissons, qu'on ait une intuition forte de ce nombre 3. Et ça, cette intuition, elle s'acquiert en travaillant. Donc en travaillant, ça veut dire en jouant à des petits exercices tous les jours. Combien il y a de verres sur la table, combien il y a de pièces dans la maison, etc. Pour réussir à se faire une intuition aussi efficace et aussi précise que possible des grandeurs. Il y a deux façons de voir les nombres. Il y a de manière savante, il y a ce qu'on appelle la façon ordinale et la façon cardinale, c'est-à-dire est-ce qu'on veut compter, nombrer combien il y a d'objets dans une collection, ça c'est la façon cardinale.
puis la façon ordinale, c'est d'ordonner les objets dans la collection. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et donc on peut ranger les nombres, d'accord? Il y a un ordre sur les nombres. Et donc le quatrième jeu autour des éléphants, il est là pour essayer d'acquérir une première intuition du fait qu'il y a cet ordre et que 1 va être plus petit que 2, plus petit que 3, plus petit que 4. Et donc on va ranger des groupes d'éléphants par ordre, avec un premier groupe, un deuxième groupe, troisième groupe, etc. Je pense qu'une fois qu'on a été un peu familiarisé avec les chiffres et qu'on devient à l'aise, pour devenir vraiment à l'aise, il faut les manipuler. Et puis les manipuler, comme je disais, c'est rapidement, on est amené à faire des additions, à réunir une collection de 3 objets, 2 objets, etc. Ça c'est le premier point, donc rapidement on est amené à faire des additions avec ces petits nombres. Mais la chose vraiment cruciale qui fait qu'on va réussir à mettre au point un système performant, c'est le problème de la numération. C'est de savoir comment on va écrire les nombres au-delà de 10. Parce qu'il est bien sûr, on ne va pas inventer un symbole pour chaque nombre. Sinon il faudrait une infinité de symboles et on ne pourrait pas s'en sortir, il n'y aurait rien de performant. C'est comme les mots dans une langue, on a un nombre fini de symboles, disons 26 pour résumer, à partir desquels on va écrire tous les mots de la langue, et ensuite il y aura une grammaire qui va se mettre en place pour que les mots à la suite des uns des autres prennent leur sens, etc. Donc en maths c'est pareil, on va se fixer un nombre fini de symboles, donc traditionnellement on fixe 10 symboles, puisqu'on a 10 doigts et qu'on est à l'aise avec ces 10 doigts, donc une fois qu'on sait bien écrire ces symboles, il va falloir comprendre comment on va écrire les nombres ensuite, à partir de 10. Et donc dans ce deuxième jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement travailler sur le problème de la numération. Je pense qu'en ce moment, il y a tout un tas de réflexions de savoir justement quel va être l'apport de ces nouvelles technologies, comment on va les utiliser de manière aussi intelligente que possible. Il est clair qu'il faut trouver un juste milieu entre mettre les enfants 15 heures par jour devant des écrans et puis attendre qu'ils aient 22 ans avant de voir un écran. Donc il y a une réflexion à avoir et donc cette réflexion, je pense qu'elle est en train d'être menée, mais en tout cas je pense que développer des applications ludico-éducatives qui viennent en complément de ce qui se passe à l'école, je trouve que c'est une excellente idée et en tout cas j'y souscris. Et la difficulté, ça va être de mettre dans ces applications vraiment des choses intelligentes. Moi, je pense que les maths, c'est comme beaucoup de choses. Il faut avant tout travailler dur souvent. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui échouent complètement, alors que d'autres peuvent réussir. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui seront plus rapidement plus à l'aise, etc. Mais à mon avis, il n'y a pas de prédisposition à la naissance. C'est une question d'y trouver rapidement de l'intérêt. C'est comme beaucoup de choses. Si on est intéressé, qu'on s'amuse entre guillemets avec ça, eh bien, on est enthousiaste et on a envie d'aller de l'avant et puis on va apprendre de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. Donc je pense que les maths ne coupent pas ça. Donc je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut avoir des prédispositions. Encore une fois, il n'y a pas une façon, il y a des milliers de façons et l'application Quant-up-to-10, c'est une des nombreuses façons de faire. Et l'un des gros avantages qu'elle a, c'est qu'elle utilise toutes ces nouvelles technologies qui sont sympathiques, quoi. C'est quand même, il faut comprendre que il n'y a pas que l'aspect plaisir, mais on n'est pas obligé de souffrir le martyre pour comprendre quelque chose. Donc c'est une sorte de juste milieu. Il faut trouver suffisamment de plaisir, mais c'est pas
c'est pas la seule chose. D'accord? Donc ces applications, je pense qu'elles sont sympathiques parce qu'elles sont bien faites, elles sont ludiques, on prend plaisir à jouer, mais derrière il y a un contenu et qui demande de faire un certain effort. D'accord? Donc dans ce sens-là, je pense que c'est un excellent compromis pour compléter un travail en classe.